3, 2, 1. Stop. Hop. T'es toujours berger? Oui, parce que papa, papa l'était, et on est berger de père en fils, comme on est marin de père en fils. C'est d'ailleurs deux métiers qui se ressemblent énormément, très exigeants. C'est deux métiers qui vous mettent en relation permanente, presque, vous voyez, charnel avec la nature. Et la nature est magnifique. Lorsqu'une petite embarcation avance sur une mer d'huile, à midi, sous un soleil éclatant, le pêcheur a l'impression qu'il a l'éternité devant lui, que ce n'est que du bonheur. Pendant ce temps-là, le berger, lui, il avance dans sa montagne minérale de calcaire sous un ciel d'azur. Ah là, tu me décris un beau paysage, une belle histoire. Est-ce que tu peux me décrire un peu, c'est comment l'Ourdjo-Sicher? Attends, j'ai fini ça parce que tu Ah, bah, mais vas-y. si l'un comme l'autre n'ont pas senti le vent qui tournait, 30 minutes après, la brave embarcation est emportée dans un délire de folie. La mer s'est démontée et le berger qui marchait heureux et foudroyé avec ses brebis au milieu. Donc c'est deux métiers qui effectivement se ressemblent et je viens d'une longue communauté montagnarde installée à Lourdes-Sicher depuis 400 ou 500 ans au moins, on n'est pas remonté plus loin. Et je l'ai été jusqu'à 22 ans. Tu parlais de ton activité, j'aimerais bien qu'on se parle de ton activité parlementaire. J'ai vu sur Twitter une vidéo que tu as postée fin avril, dans les 30 avril, où tu parlais des placements abusifs d'enfants. Je crois, mes chers compatriotes, que nous sommes là devant un problème majeur. Nous avons aujourd'hui des centaines de milliers d'enfants qui sont perdus, que nous laissons se perdre. J'ai fait cette vidéo et en sachant que j'allais m'attirer la foudre, parce que tu t'es attiré la foudre? Je me suis attiré la foudre, oui. Mais j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont défendu. Des témoignages? De témoignages très, souvent très touchants. Parce que je connais le problème et je sais combien le placement d'enfants a sauvé d'enfants. Et je le sais encore aujourd'hui. Mais depuis quelques années, et depuis maintenant peut-être 2 ou 3 ans, et je ne dois pas être le seul, je reçois des dizaines et quant à moi des centaines de femmes, la plupart du temps, mais aussi d'hommes, qui me disaient « on nous a enlevé notre enfant » et qui entamaient des grèves de la faim, des actions très lourdes. J'ai décidé de créer un groupe de travail à l'intérieur de mon mouvement résistant, qui est animé par une amie qui connaît très bien le sujet, Muriel Huet. Et j'ai pensé qu'il fallait en parler, parce que c'est aussi un problème. Alors, c'est difficile de trouver une solution qui donne satisfaction à tout le monde. Mais j'ai trouvé des hommes et des femmes dont la vie était brisée parce que leur enfant leur était enlevé d'une manière trop abusive. Voilà, certainement abusive. Ça mérite d'être examiné. Mais... De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a quand même 2 enfants morts par semaine de maltraitance dans leur foyer. Qu'est-ce que tu considères comme placement abusif? C'est lorsque une armada de personnes attend à la maternité que la maman ait mis l'enfant au monde pour l'emporter. Pour lui enlever. Et comme elle prévient sur des réseaux sociaux, il y a du monde, ils attendent de la sortie et qu'elle soit seule pour le lui enlever aussi. Et on parle des enfants qui sont morts, mais il y a aussi beaucoup de mamans qui se donnent la mort. Il y a aussi des enfants qui ne sont pas heureux non plus du tout dans cette situation. Et je pense que c'est un des drames de notre temps, c'est la misère humaine. C'est-à-dire lorsqu'on atteint des tréfonds de souffrance, parfois d'absence d'humanité,
Ouais. À tous les niveaux, hein. Ça peut être la maman, ça peut être le papa, pas le bébé parce qu'il n'y est pour rien. Ça peut être peut-être parfois les services. Et moi j'ai voulu dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a aussi à s'occuper de ces personnes-là. Alors j'entends un petit accent. Est-ce que ton accent du Sud a été plutôt un frein ou un avantage, par exemple pour les élections précédentes, la présidentielle 2017 ou... Oui, la présidentielle 2017, est-ce que ton accent c'était plutôt un frein ou un avantage? Parce qu'on sait que dans beaucoup de métiers, les accents sont plutôt des freins. Toi, c'était plutôt quoi? Je ne sais pas, parce que d'abord mon accent s'explique. Parce que j'ai fait français troisième langue. J'ai commencé par prendre le béarnais à la maison, puisqu'on ne parlait que de ça. Ensuite, j'ai appris l'espagnol dans la montagne. C'était une montagne espagnole juste à la frontière. Mais les bergers espagnols avaient fait comme papa, ils avaient amené leurs enfants. Donc entre enfants, on parlait espagnol, c'est de l'immersion. Et je n'ai appris le français que lorsque j'étais à 6 ans à l'école. D'ailleurs, ma première maîtresse d'école vit toujours et témoigne du fait qu'elle n'a jamais vu de sa vie aucun autre enfant qui ne comprenait pas un mot de français et qui n'en parlait surtout pas un autre. Alors, est-ce que ça a été un frein? Non, ça ne m'a pas empêché de gagner pratiquement toutes les élections auxquelles je me suis présenté. Dieu sait si j'en ai affronté, y compris des élections nationales, d'avoir des responsabilités nationales et même mondiales. Je suis président des populations des montagnes du monde et j'ai eu des responsabilités relativement importantes. Disons qu'on s'est servi peut-être de mon accent pour me ridiculiser et m'amoindrir durant cette campagne où j'ai véritablement été assassiné politiquement. J'ai été assassiné par l'establishment, notamment financier, Ouais. qui a eu le sentiment, à tort ou à raison, que je pouvais faire beaucoup de voix, et la presse qui est à ses ordres, qui est son valet, et pas que de chambre, et qui est son valet complètement. Donc tout ça a créé, si tu veux... La presse qui est valet de qui? Eh bien, de cette espèce de pouvoir qui n'a pas de visage. Nous avons perdu le visage. Nous ne sommes plus en démocratie. Valet d'Emmanuel Macron, du coup? Macron est lui-même valet d'un dispositif beaucoup plus large, basé sur la finance spéculative à outrance, c'est-à-dire le capitalisme dans ce qu'il a eu, dans ce qu'il n'est jamais connu de plus exacerbé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée aux frontières, nous n'avons pas de grands oriflammes, mais nous avons été envahis. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous sommes chargés d'angoisse de la tête aux pieds, quel que soit d'ailleurs notre rang social. Et cet establishment a décidé de m'assassiner. Ils ont failli y parvenir. Ils l'ont fait un peu politiquement, mais ils n'ont pas atteint la bête. Du coup, tu es en train de dire qu'Emmanuel Macron est aux ordres un peu des lobbies et de l'Union européenne. C'est pas que des lobbies. Le lobby, on ne sait pas juste ce que c'est de la finance, comme le fut avant lui François Hollande, Sarkozy, Chirac. C'est pour ça que nous avons sombré dans cet abîme qui n'a plus rien d'humain. D'ailleurs, l'humanité se perd. C'est très rare de tomber sur un café où, comme ça, à 4h30 de l'après-midi, on s'en jette un et puis on discute comme on le fait. Ouais. Une discussion à trois est pratiquement devenue impossible. Et en même temps, on ne débat plus sur des idées. Les idées sont obligées de s'aligner sur ce qu'on appelle des programmes. Et moi, j'ai un projet. Je veux retaper ce pays. Ouais. Et retaper ce pays, c'est le rassembler. Et c'est mettre en œuvre un véritable projet qui lui permette d'entrevoir le futur. C'est d'ailleurs ce que l'on demande à un homme ou une femme politique aujourd'hui. On ne demande pas de se transporter des chiffres qui ne sont jamais les mêmes et qui sont rarement faux. Le fait est que nous sommes archi-endettés, nous n'avons pas une thune, nous sommes obligés de racketter tout le monde, comme Chirac le faisait déjà en son temps. Et nous n'avons pas l'ombre d'une perspective. Emmanuel Macron a eu ce mérite, c'est qu'il a cru lui-même que c'était possible et il a fait partager cette conviction. Je l'ai vu puisque j'étais candidat en même temps que lui. Donc il l'a emporté, il a eu derrière une large majorité. Mais disons qu'il n'y a pas l'adhésion, et on va le voir, hélas,
dans 10 jours, lors des prochaines européennes. Après, dans Mais les sondages, ce n'est pas qu'en France. il est en tête, on va dire, à égalité avec le Rassemblement national. Dans les... Tu sais ce que, toi, ce que disait Churchill. Churchill disait, je ne crois qu'au... Déjà à l'époque, il y a un moment, Churchill, c'était le début peut-être. Je ne crois qu'au sondage que j'ai bidouillé moi-même. C'est-à-dire que les sondages, ça n'indique que l'humeur de celui qui a commandé le sondage. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'Emmanuel Macron, le président de la République actuelle, est en train de bidouiller les sondages. Mais même pas. C'est plus que ça, parce qu'il se mettrait plus haut quand même s'il pouvait le bidouiller. Le système lui échappe, comme il échappe à Angela Merkel, comme il échappe aujourd'hui à toutes les démocraties, à tous les peuples. Après, c'est les électeurs qui votent. Mais oui, mais ils votent, mais ils vont voter, mais qu'est-ce qu'on va faire de leur vote? Qu'est-ce qu'on va faire de leur 70% d'abstention? Enfin, un peu moins, parce qu'il y a eu il y a le fait que ce coup-ci, peut-être, Monsieur le Président de la République a mobilisé derrière lui un peu plus que n'avaient mobilisé Hollande et Sarkozy, qui avaient pris des bananes épouvantables. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans Emmanuel Macron, qui veulent battre. Donc ça risque de faire voter un petit peu plus. Ce qui aurait fait voter beaucoup, je l'avais proposé à Emmanuel Macron, je lui avais proposé deux mesures, pas 36, oui, pour sortir de l'épisode des Gilets jaunes, oui, en donnant un grand clin d'œil d'espoir. Un, c'était d'instituer le vote blanc. Oui. Si le vote blanc, on avait le temps hein, au cours des 2 derniers mois, parce que là, il n'y a pas besoin de changer la Constitution, et tu peux l'institutionnaliser rapidement, et le promulguer et le mettre en œuvre. Mais il n'a pas voulu. Le vote blanc, non, enfin, il n'a pas donné suite, manifestement, il n'a même pas répondu. Mais si le vote blanc avait été institutionnalisé, c'est certain qu'il arrivait largement en tête. Et là, ça aurait posé la véritable question de la place du peuple, du message qu'il adresse. Parce que ça aurait été la première fois qu'une majorité de Français aurait dit « je ne me reconnais dans aucune des offres qui m'est faite ». Et toi, tu te reconnais pour qui? Là, tu vas... En qui tu te reconnais? Là, Emmanuel Macron, tu vas plutôt le choisir? Non, pas du tout, non. Parce qu'il a lié au Modem. Modem qui était le Modem, c'est une vieille histoire pour moi. J'ai passionnément milité au Modem. J'ai même été à sa construction, au côté de François Bayrou. Et puis, après très longtemps quand même, je me suis rendu compte qu'on se parlait, mais non, on ne se disait absolument plus du tout la même chose. François Bayrou avait déjà accepté que la domination de la finance, ouais, à tout point de vue, et que lui qui a mené tant de combats pour l'homme, pour l'émancipation de notre peuple, a abdiqué. Donc Macron a abdiqué encore davantage. Et pourtant, tu vas choisir qui, du coup? À qui je pense, je n'ai pas encore pensé. Voter blanc? Le problème, c'est qu'il n'est pas reconnu. Donc ça va faire le jeu de Macron. Donc je ne sais pas, ce sera certainement blanc, oui. Blanc? Blanc. Blanc, 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 blanc. Hélas. Marcel Hamon. Oui, il a ajouté bleu, blanc, blanc. Ouais, le ciel de Provence. Ça vous manque là? T'es très jeune. Non, t'es très cultivé. Merci. Juste pour dire ça, parce qu'on parlait du vote blanc, est-ce qu'il n'y a pas... Je sais que tu es non inscrit, et je sais très bien qu'il y a des fois des tensions. Il y a récemment, tu as quitté l'Assemblée, parce qu'il y avait Carole Bureau-Bonnard qui était... La personne qui menait l'Assemblée à ce moment-là, qui n'avait pas donné la parole. Ah oui. Il y a un manque de représentativité. Mais moi, je suis resté à ce qui a fondé les 5 républiques successives et ce qui a été imaginé par la Constituante. Le député est élu par le peuple souverain dans sa diversité. Il est élu au suffrage universel. Le député représente le peuple. Il incarne une parcelle de la nation. J'en suis resté là, moi. Moi, on ne m'a pas expliqué qu'un député était plus qu'un autre député. Il y a même 3 alinéas plus bas, le fait que toute subornation, tentative de subornation de député est passible du pénal et même de prison. Ouais. Or, c'est de la subornation de députés en permanence. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas rassemblés. Nous n'avons pas un idéal à partager comme la France l'a eu parfois. Elle a été minable aussi, elle a été d'une lâcheté insigne à certains moments lorsqu'elle fut mal inspirée. Et aujourd'hui, elle l'est terriblement depuis une quarantaine d'années. Et c'est un pays en plus
qui, lorsqu'il est dans ces états-là, ne s'aime pas lui-même. Il se fait du mal à lui-même. C'est exactement ce qu'il est en train de se faire en ce moment. Donc je choisis d'être député non inscrit, c'est mon 3e mandat. Tu sais que c'est très dur d'être député non inscrit. Parce que tu dois, et oui, parce que tu es seul, et puis tu n'as jamais personne qui t'applaudit, tu n'as personne qui te siffle non plus, regarde, parce qu'ils sont tous très bien, les collègues sont éduqués, mais ce n'est pas les députés qui sont en cause. C'est le système. Le système a véritablement dévasté notre modèle. Or, notre modèle qui est basé sur le social et le libéral, socio-libéral, a été totalement emporté par ce véritable rouleau compresseur que constitue cette finance spéculative sur laquelle personne n'a plus aujourd'hui la moindre prise. Jean, je dois te poser une dernière question parce qu'après il faut que je ferme le bar. Toi, il faut toujours fermer le bar à l'heure. À l'heure. Oui. Oui. Toi, si tu aurais été président de la République, là, les Gilets jaunes, ça serait passé comment? Il n'y aurait peut-être pas eu de Gilets jaunes. Il n'y aurait certainement pas eu de Gilets jaunes. Et si on parce que la qu'il y aurait eu les Gilets jaunes, comment? Parce que quelle décision tu aurais prise? Mais attends, il n'y aurait peut-être pas eu de Gilets jaunes parce que moi, je n'aurais pas affaibli le maire comme l'a fait Emmanuel Macron dans la foulée de Valls, qui d'ailleurs se fait étendre à Barcelone. Je ne suis pas le premier à pleurer, ni le dernier. Et puis François Hollande. Mais en France, avec les siècles d'histoire qu'a notre pays, détruire 25 000 maires, ça n'a pas de sens. Le maire, c'est la vigie, c'est aussi celui qui veille au quotidien. Le métier de maire, je l'ai fait pendant 41 ans. Pendant 41 ans, j'ai voulu porter des projets, j'en ai réalisé beaucoup, bien au-delà des finances de ma commune. Parce que je crée une forme d'enthousiasme, d'envie de faire ensemble. Mais c'est aussi s'occuper et de faire en sorte que Pierre ne tire pas sur Antoine et que Marguerite ne les mette pas tous les deux au tribunal. C'est-à-dire c'est du social en permanence, c'est de l'humanité qu'il faut déverser partout parce que nous en sommes très très éloignés. Je suis en train de faire la tournée des communes actuellement. De ma circonscription, il y en a 252, ça fait quand même beaucoup. Et je n'entends que ça. Mais quand est-ce que tu vas t'occuper de nous? Alors qu'il me semble que moi, je m'en occupe un peu. Mais c'est véritablement deux mondes totalement différents. Ils regardent la télé, mais ils n'y croient plus du tout, la télé. Il y a le mec à l'écharpe rouge, tu sais, Christophe Barbier. Oui, Barbier. Mais c'est devenu le Barbier de Séville. C'est un valet. Mais il n'a pas, comme toi, ce magnifique blanc. Pour le service, lui, il a le truc rouge de mode. Et il est le valet des puissants, accroché comme le tic à la mamelle d'une vache. Donc c'est pour ça que je crois qu'il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. J'aurais abrogé, c'est la deuxième proposition que j'avais faite à Emmanuel Macron, la loi NOTRe, une loi qui n'a pas raison d'être dans notre pays. La politique, c'est la base. C'est là que l'on fait les choix. Il faut avoir pleuré un soir de municipal ou ri de tout aux éclats, selon qu'on a été gagné, qu'on a gagné ou qu'on a perdu, parce que papa l'avait été, ou parce que je suis venu de très loin, que j'ai traversé les mers et que j'ai réussi à m'implanter dans une commune et à y réussir tellement bien que je suis devenu le maire. Mais c'est cela qui entraîne. Ce n'est pas le 7e et le 16e arrondissement qui entraînent la France. Non, aujourd'hui, le 7e et le 16e arrondissement sont aussi peuplés de gens extrêmement malheureux. Parce que la misère humaine, figure-toi, elle frappe tout le monde. On va finir sur ça, Jean. Merci beaucoup. Mais moi, je dois fermer le bar. De la résistance. Merci beaucoup d'être venu. Et ferme le bar. Si tu vois un gendarme, invite-le à boire un coup. Ouais. Il sera tellement surpris. Je serais très heureux de vous recevoir dans le bar. Mais moi, je reviendrai de très bon cœur aussi. Très heureux. Parce que lorsqu'on est bien accueilli quelque part, c'est là qu'on a des idées. Merci. C'est là qu'on les échange. Merci. Et qu'on a du plaisir à les réaliser. Merci. Tu es super. Ton équipe aussi. Merci beaucoup. Merci.